Good Morning Business, le débrief de la matinale. Il est 8h37, le débrief avec Dominique Carlac, Jean-François Robin, Henri Buzy-Cazot et Mathieu Pechberti. On va commencer par l'actualité toute chaude, toute fraîche, c'est le plan de refinancement, de restructuration et bientôt de cession d'Atos. Avec vous, Mathieu Pechberti, on a eu donc, comme promis, à 7h30, les aspects financiers. On va peut-être pas y revenir, en tout cas pas trop dans le détail. Ce qui est intéressant, c'est de savoir la prochaine étape. Alors, est-ce que Atos dit qu'ils vont étudier l'offre notamment de Layani, le patron d'Atos, qui propose de reprendre entièrement l'entreprise, le patron OnePoint, qui propose de reprendre, pas encore, peut-être le futur. On lui souhaite de reprendre entièrement Atos, mais vous avez vu le petit codicile dans le communiqué de l'État, de Bruno Le Maire, le ministère de l'économie. L'État qui se garde un petit droit de préemption, expliquez-nous. Ah oui, mais plus que ça, un gros droit de regard sur la partie, vous savez, des activités stratégiques d'Atos. Alors on parle effectivement de la cybersécurité et des supercalculateurs d'Atos, dans cette division très stratégique pour l'État. Et alors l'État, en fait, va prêter 50 millions d'euros à cette activité seulement, pas à Atos. Ah oui. Bon, c'est un petit prêt, et en échange de ce prêt, il va obtenir ce qu'on appelle une action de préférence. Donc il va avoir une petite action dans cette petite activité, mais cette action leur donne un droit de regard, évidemment, je pense, sur tous les comptes. Une sorte de golden share, un peu, non ? C'est exactement ça. Des droits de veto, sûrement, on n'a pas de détails. Ils disent qu'il y aura également des droits de gouvernance sur cette activité, dont les modalités sont encore à définir, mais on voit que l'État est en train de mettre un pied dans cette activité, et il y a une petite astérisque qu'il faut toujours lire à la fin des communiqués, où ils disent que dans le cas où un actionnaire prendrait 10% d'Atos, c'est dans le cadre de la restructuration, vous allez avoir des créanciers, donc des fonds d'investissement, notamment américains, anglo-saxons, qui vont devenir actionnaires. Et donc dans le cas où il y aura un nouvel actionnaire qui prendrait 10% d'Atos, il pourrait racheter toutes ces activités qui sont encore sous le nom de Bull, vous savez, l'ancien Bull, que Thierry Breton avait racheté il y a maintenant 10 ans. Donc, on se demande quand même si l'État n'est pas en train, effectivement, de préparer une préemption sur ces activités et peut-être une renationalisation de Bull. Il y a un point d'interrogation là-dessus, mais c'est une option qu'il ne faut pas du tout écarter. Ouais. Dominique Carlac, ça vous choque, ça, que parfois, sur des dossiers comme ça, l'État dépasse un peu, transgresse un peu le droit commun, s'arroge la possibilité de mettre la main pour la libérale que vous êtes, Dominique, ça devrait un peu vous choquer. En fait, il y a il y a trois choses à prendre en compte dans cette affaire Atos. Un, les chiffres, c'est abyssal. 3 milliards 4 de pertes en 2023, 3 milliards 4, quoi. C'est, quand on est dirigeant de PME, on n'arrive même pas à l'imaginer. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, il y a les modalités, effectivement. Les modalités, c'est de se dire, on a d'un côté un entrepreneur, David Layani, avec des fonds, qui veut reprendre tout et qui propose un plan de sauvegarde à partir du 24 avril. Et puis après, la troisième question, c'est le modèle économique, c'est comment on va relancer ces activités. Oui. Et à l'intérieur de cette question-là, il y a effectivement la question qui plane depuis maintenant le Covid, qui est la question de la souveraineté d'un certain nombre de sujets, de secteurs, de technologies. Donc c'est vrai que sur certains secteurs, si on veut garantir une certaine forme de souveraineté, on pense à sauvegarde de certaines activités égale l'État peut avoir une idée sur la question. Voilà. Est-ce que ça veut dire que l'État va nationaliser Atos ? Ça, j'y crois pas. En tout cas, une partie. J'y crois pas, et je suis en effet plus favorable à une vraie solution entrepreneuriale. Pardon, mais l'État et Bull, ça n'a pas forcément été un mariage très de succès. L'État industriel n'est pas toujours un succès. Mais en revanche, moi, je suis assez d'accord avec. En ce moment, c'est la tendance partout dans le monde. De toute façon, vous voyez tout le débat autour de Nippon Steel aux États-Unis, où Biden fait son Trump et s'oppose au rachat d'un énième. Quelqu'un qui fait de l'acier, mais c'est pas du tout une boîte qui est centrale. Bon, je ne veux pas parler de ça, mais on voit bien que même sur des trucs qui sont pas du tout liés à la souveraineté énergétique ou militaire, l'État est là. Donc Atos, qui est quand même, faut le rappeler, il y a des activités de supercalculateurs qui sont utilisées dans le nucléaire et dans le militaire. Là, on est vraiment en train de toucher à la souveraineté. Donc le laisser monter des fonds qui vont gérer ça, évidemment, moi je trouve ça assez sain finalement que l'État ait un pied là-dedans et le garde. Bon, si même sur ce plateau, vous trouvez normal que l'État intervienne, moi, j'ai rien à dire. Non, ce qui est intéressant quand même, c'est aussi le parcours entrepreneurial de David Layani, parce que c'est vrai, c'est David contre Goliath au départ, et on l'a reçu il y a 1 an et demi sur ce plateau-là. Tout le monde nous a dit, mais pourquoi vous le recevez ? Vous vous souvenez quand même, il sait personne. L'establishment nous disait, ne recevez pas David Layani sur le plateau de Good Morning Business, et puis finalement, on l'a reçu. Mais oui, et puis vous voyez où il est aujourd'hui, il a pris 11% du capital d'Atos, et il est au centre du jeu. Qui c'est qui a ce courage aujourd'hui ? En fait, c'est ça la question. Là, on est dans la vraie définition de l'entrepreneur qui sait prendre des risques, qui a une vision. Voilà, tout simplement.
La nature, le business c'est comme la nature, hein, c'est horreur du vide. Donc là, il n'y a personne, il n'y a pas beaucoup de compétiteurs. Hein. Henri ? Non, un mot sur l'État. Il existe un service de Bercy qui s'appelle le CIRI, le service de restructuration industrielle, qui est intervenu déjà dans les services. Moi, j'ai le souvenir d'une très grande entreprise immobilière, et parce que les fonds des déposants, c'est-à-dire les copropriétaires, les locataires, les propriétaires avaient été distraits. Cette entreprise était leader, c'était il y a moins de 20 ans. Eh bien, le CIRI est intervenu pour faciliter la recherche d'un repreneur qui a été un repreneur privé. Il est normal que quand les enjeux sont massifs, ils peuvent être financiers par milliards. Là, il y avait des millions de clients qui étaient lésés. L'État intervienne. C'est pas choquant. C'est sa mission régalienne aussi. Alors, je vais changer de casquette, mais là, ça s'appelle comme la nationalisation des pertes. Et quand ça va mieux, on privatise des profits. Donc, ça peut aller jusque-là. En tout cas, bon, l'idée que les Français se font de l'État, elle est quand même celle-là aussi. L'immobilier, autre sujet intéressant aujourd'hui, parce que c'est peut-être la première fois, avec cette première remontée du premier trimestre des agences immobilières, notamment de Century 21 qu'on recevait, c'est la première fois où on se dit que peut-être qu'on a touché le fond de la piscine et qu'on est en train de redonner un petit coup au fond. D'abord parce que les gens recommencent à visiter les biens, que ça frémit. Alors que les prix se sont tassés, mais pas trop. Une sorte de soft landing dans l'immobilier. Vous pensez qu'on peut aller vers ça, Dominique ? Quand on regarde à nouveau les chiffres, on était passé l'an dernier à 139 milliards de prêts contre 244 milliards l'année d'avant. C'est sûr qu'il y a eu un gros trou. Maintenant qu'on passe tranquillement de taux à, je voyais ce matin, on passe de 4,17 en tendance à 4,11. Bon, faut pas oublier qu'en 2 ans, on avait multiplié par 4 aussi. Donc, je suis assez d'accord avec la saisonnalité. Une hirondelle fait pas le printemps, ça sera plutôt l'été, quoi, de l'immobilier. Mais je suis pas une spécialiste. Donc. Alors, on va justement, Charles Marinakis qui était avec nous, lui, il est quand même plus optimiste que vous. Écoutez-le. Qu'on ressent à l'issue de ce premier trimestre. Le passé, c'est encore moins 11% de volume de transaction. C'est vrai. L'avenir, c'est plus de visites, plus de demandes sur nos sites internet, plus d'intérêt pour les biens qui sont à la vente. Et puis, vous l'avez dit, un alignement des planètes qui redevient positif, au premier desquels il faut citer évidemment la baisse des taux, la régularisation des taux. On va être effectivement à 3,95, 3,98. Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle du trimestre. Les prix qui ont aussi baissé. Et puis l'inflation, n'oublions pas, qui est maîtrisée. Toute cette alchimie là, c'est l'agrégat de tous ces critères qui se réalignent de manière positive. C'est le printemps, Christophe. Voilà, c'est pas l'été, il fait pas chaud encore, mais c'est le printemps. C'est le début du printemps. Alors, qu'est-ce que le directeur de la recherche de Natixis CIB, Jean-François Robin, pense de marché de l'immobilier ? Grosse pression. Hein. Oui, grosse pression. Non, mais on avait eu une discussion assez animée sur ce plateau. C'est quoi les causes de la baisse de l'immobilier ? Moi, j'étais vraiment convaincu d'une chose, c'est ce qui expliquait le gel du marché immobilier depuis 2 ans, enfin depuis 1 an en tout cas, de façon très très marquée, c'est quand même l'histoire de la hausse des taux d'intérêt. Et donc c'est ça qui a désolvabilisé un certain nombre de ménages. Aujourd'hui, on bascule et on va sans doute avoir l'annonce de la BCE jeudi soir qui va nous annoncer qu'elle commence un cycle de baisse des taux d'intérêt. Peut-être en juin. Oui, probablement en juin, mais je pense qu'elle va l'annoncer dès jeudi, qu'en juin, elle va commencer à baisser ses taux, et ce ne sera pas une baisse des taux. Nous, on prévoit jusqu'à 200 points de base de baisse des taux au sein de Natixis. Donc, on va avoir cette espèce de desserrement du goulet d'étranglement sur le marché immobilier. Or, qu'est-ce qu'on voit comme par hasard ? C'est qu'aujourd'hui, on le voit bien, en termes d'intérêt, nous, dans le réseau bancaire, c'est pareil, on voit exactement ce que vient de dire Charles sur le Century 21. On voit de plus en plus d'intérêt parce que les conditions financières se desserrent. Et donc, moi, je pense vraiment ce qu'on annonce, nous, depuis plus d'1 an, c'est que le S2 va être nettement meilleur, puisqu'on va commencer à avoir des baisses de taux. Alors, je suis complètement d'accord avec ce qu'avait dit Dominique, on est très très loin du compte. On était à 1, on est à 4. Donc, si on prévoit 200 points de base, mais c'est déjà un peu intégré, on va pas revenir à avant, puisque les taux d'intérêt ne vont pas du tout revenir. On ne reviendra jamais à 1 on va revenir. Mais il faut aussi, attention, garder en tête que ce qu'on a comme référence depuis 2 ans, 3 ans, c'est pas ça la normalité. La normalité de construction, d'offres de prêts bancaires, c'est sûrement pas les 300 milliards qu'on avait eu quand on avait des taux à zéro, on était sur une situation assez anormale. Donc on va revenir à un truc un peu plus normalisé, je pense, en termes de distribution de prêts. On a fait moins 40% l'année dernière de distribution de prêts, c'est historique. Cette année, on va sûrement voir un petit peu une situation s'améliorer de ce point de vue-là, mais c'est pas retour aux grandes années de l'immobilier. Alors évidemment, sur le marché du neuf et de la promotion immobilière, on n'y est pas encore. Je pense qu'on continue à, j'imagine, annuler des programmes, ou est-ce que ça
commence là aussi un début d'inversion, Henri Buzicazo? Non, il n'y a pas de début d'inversion dans la promotion. La situation est terrible, il faut être clair. Avec, pour le coup, je reprends l'expression de Charles Marinakis en 2021, le fameux alignement des planètes. Alors, on a un alignement qui est le pire jamais connu. La baisse des prix doit impacter la baisse du prix des terrains. Ce n'est pas encore le cas. Que font les promoteurs? Quand ils ont un droit de réservation sur un terrain, ils renégocient puissamment pour avoir une matière première qui leur permettra dans 2 ou 3 ans, pour les plus solides d'entre eux, parce que beaucoup ont disparu déjà, de construire beaucoup moins cher. Il y a la baisse du prix du coût des matériaux, mais qui ralentit. On la croyait plus rapide que ça, et puis il se passe des choses aux États-Unis qui fait que les matériaux continuent à coûter cher. Les aides publiques, elles ne sont plus là avec la puissance qu'on a connue. Alors, c'est pas un jugement moral, mais on a un besoin aujourd'hui, parce que produire un logement en France coûte cher. On veut simplifier en attendant, ça ne l'est pas encore simple. Ça aussi, on veut sortir des prix plus bas. Aujourd'hui, sans cela, il faut un prêt à taux zéro puissant, il faut un dispositif, il a fallu pendant des années du Pinel ou d'autres dispositifs. L'État est beaucoup moins au rendez-vous de l'histoire, et donc la resolvabilisation de ceux qui veulent acheter du neuf, elle n'est pas là. Le marché, c'est très simple, il va vers les 250 000 logements construits en 2024. Il en faudrait il en faudrait le double, ou une fois 5 ou 6 ce chiffre-là. Donc c'est une très mauvaise nouvelle. Le patron de Century observait que c'est une mauvaise nouvelle pour l'ancien, parce que ce 1% en gros de production annuelle par rapport au patrimoine existant, 1% qui vient régénérer, on en a un besoin vital. Voilà. Le patrimoine existant ne suffit pas à loger les ménages qui viennent rajouter leurs demandes, parce que des ménages se forment, des familles se forment, qu'il y a de la mobilité professionnelle. Donc c'est une très mauvaise nouvelle que cette panne du neuf. Est-ce que l'État ne devra pas à un moment donné remettre un peu d'argent sur la table, qui est un investissement, on rappelle que en gros un logement produit, c'est près de 50 000 euros de TVA. Bon, l'an dernier, il a manqué, à cause des logements non construits, 5 milliards de TVA. 5 milliards de TVA, parmi ceux que décompte Bruno Le Maire. La moitié de ce qu'on cherche pour... Oui, mais exactement, je dis volontiers à Bruno Le Maire, ça y est, j'ai trouvé la moitié déjà des 10 milliards. Bon, mais c'est tout à fait vrai. Voilà, et un mot quand même sur l'existant. Moi, je souscris à ce que vous dites l'une et l'autre. Alignement des planètes, pas tout à fait. On n'a pas encore la maîtrise de l'inflation, elle n'est pas encore là. D'ailleurs, moi j'appelle de mes voeux que la baisse des taux ne soit ni trop forte ni trop rapide, parce qu'on voit bien que ça encourage la remontée des prix. Oui, et les prix doivent s'assagir. Charles Marinakis l'a dit, on a déjà fait une partie du chemin, il ne faut pas arrêter ce chemin-là. Donc, et puis l'augmentation des salaires, on ne l'a pas non plus à due concurrence de l'inflation dans toutes les entreprises. Allez, autre sujet, on va passer sur l'absentéisme en entreprise. Ça va mieux, on a longtemps dit pendant des mois, ça y est, les Français veulent plus travailler, les salariés, etc. Bon, les chiffres sont bons, ceux de l'IFOP et d'IOCIACI qu'on a commenté ce matin. On est revenu à 5% d'absentéisme dans les entreprises, on était à 5,6 l'année d'avant. Alors, on n'est pas encore au 4,8 ou 4,78 d'avant la crise, mais enfin, on n'est quand même pas très loin, Dominique. En fait, la nature des arrêts a changé. C'est ça qui est inquiétant. En fait. Voilà. Qu'est-ce qui vous inquiète dans les chiffres, on est passé d'un absentéisme de cadres plus que de non-cadres. 2, un absentéisme de jeunes. Et 3, un absentéisme sur certains jours de la semaine. Et donc, ça pose la question du pourquoi. Quand vous voyez qu'il y a plus d'arrêts... Aujourd'hui, la première cause d'arrêt maladie, c'est des causes psy. C'est plus les troubles musculo-squelettiques. Vous savez, dans le temps, mal au dos, plein le dos, les gens, ils étaient en arrêt. On est dans une économie de service. Voilà, on est dans une économie de service et c'est les problèmes psy. Donc ça pose la question, si on regarde comment on peut résoudre ça en entreprise, ça pose la question de comment on innove dans le management, comment on organise le travail, mais ça pose quand même aussi la question d'une, je le dis, j'ai le courage de le dire, d'une certaine forme de complaisance sur certains arrêts, parce que quand on est dirigeant d'entreprise et qu'on observe un absentéisme cyclique de courte durée le lundi et le vendredi de cadre, on se pose naturellement des questions. Voilà. Et d'ailleurs, 2 catégories de salariés, ceux qui peuvent aussi prendre du télétravail, ceux qui ne peuvent pas, ceux qui sont en frontline. Et c'est une vraie inégalité face à justement... Alors, je ne nie pas encore une fois que les problèmes psy, et singulièrement depuis la crise Covid, ont vraiment explosé.
Pour autant, voilà, on peut faire un chemin les uns et les autres. Jean-François ? Oui, moi je suis complètement d'accord qu'il y a des vrais enjeux de management pour retrouver cet affectio societatis, qu'on ait envie de rester ensemble et engagés dans l'entreprise. Ça, c'est vraiment un challenge. Après, moi, si je puis me permettre de prendre une vision un peu macroéconomique de ce qui se passe aussi là, dans ce qu'on voit l'amélioration, c'est exactement ce qu'on a observé aux États-Unis. C'est-à-dire la fin de la grande démission. Hein, vous savez, toutes ces histoires de la démission lente. D'ailleurs, la baisse du taux d'absentéisme montre quand même qu'il y a un petit reflux quand même. Oui, hein. Et donc on peut quand même là aussi trouver une assez forte corrélation avec la détérioration du marché du travail, où on voit le taux de chômage qui remonte de 7,1 à 7,5. Aux États-Unis, on est à 3,4, on est à 3,8, on va vers les 4. Ben, on voit bien aujourd'hui aux États-Unis, on avait 2 emplois pour chaque chômeur, donc évidemment on avait un petit peu le choix et personne ne voulait perdre son salarié. Il y a vraiment la course aux salariés. Là, on resserre un peu les rangs. On resserre un peu les rangs et tout d'un coup le taux de démission baisse et l'absentéisme, on est en train de resserrer un peu les boulons. Très rapidement, parce qu'il nous reste 1 minute, simplement, je voudrais qu'on dise un mot sur les négociations sur l'emploi des seniors. Ça patine, ça a duré tard dans la nuit hier soir, pas d'accord, réunion à 10h. On va arriver à se trouver un compromis entre les salariés et les patronats ou pas ? En fait, il va y avoir nécessité d'arbitrage de part et d'autre. Voilà, il y a le gouvernement qui va reprendre la main. Il y a un nouveau texte. Les partenaires sociaux sont parfaitement conscients des enjeux. Ils veulent aboutir, mais il faut que chacun fasse des arbitrages dans son camp. Par exemple, il faut que le patronat abandonne l'idée du CDI senior ou pas ? Et il y aura des arbitrages des deux côtés. Vous allez abandonner l'idée du CDI senior ? Alors, moi, je ne vais pas anticiper sur la négo qui va commencer dans 1 heure, là. Hein. Bon. Un mot ? Non, mais moi je trouve que c'est essentiel, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut quand même se garder en tête ce chiffre dingo, c'est qu'il y a 56% des plus de 55 ans en France qui ne travaillent pas. C'est vrai. Et donc avec un coût pour la collectivité de dingue, et je termine sur ce chiffre-là, en France, tous les ans, on gagne 3 mois d'espérance de vie. Donc évidemment, il va falloir qu'on arrive à trouver un moyen de garder nos seniors, nos plus expérimentés dans l'entreprise. Il y a un besoin de mémoire et d'expérience dans les entreprises. Vous voyez, l'immobilier, par exemple, on me fait intervenir en disant, mais vous avez connu 4 crises, est-ce que vous pouvez venir nous en parler ? Eh bien, vous avez des entreprises immobilières où l'essentiel des cadres n'ont connu que les 15 années de taux d'intérêt bas, d'inflation maîtrisée, et cette vision et cette capacité de résilience, comme on dit aujourd'hui, ils l'ont pas, ils l'ont moins. Voilà, ils quittent le secteur. Donc la mémoire dans l'entreprise s'est absentée, c'est un cancer. Merci à tous les 4.